8h41, ils ont beau dire à gauche qu'ils n'en voulaient pas de cette primaire populaire. Bon, ils ont tous regardé le résultat, forcément. 400 000 votants pour un machin monté hors des partis, ça fait réfléchir. C'est donc Christiane Taubira qui l'emporte. Et maintenant, ce sera notre premier thème. On parlera aussi de ce qui se passe à droite, le psychodrame autour de Marion Maréchal et de la stratégie d'Emmanuel Macron. Si on a le temps, ça fait beaucoup de sujets. J'ai une question à vous poser tous les trois. Est-ce qu'on peut gagner la présidentielle avec un quart seulement de l'électorat, semble-t-il? Emmanuel Macron, lui, y croit très fort. Nous sommes à 69 jours du premier tour. Bonjour Guylaine Ottenheimer. Bonjour Dimitri. Rédactrice en chef à Challenge, bienvenue. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors, casse-tête à gauche, Charlotte, comment, quand on est candidat à l'élection présidentielle, comment rejeter le classement d'un sondage grandeur nature comme la primaire populaire, parce qu'au fond c'est un sondage, c'est pas vraiment une primaire. Comment on rejette ce classement tout de même sans froisser ceux qui y ont participé, 400 000 personnes, tout de même, ça n'est pas évident du point de vue des candidats de la gauche, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, qui disent « moi j'ai même pas regardé ». Ce qui est faux. Surtout que c'est le genre de démarche qu'ils auraient été capables de plébisciter s'ils étaient arrivés les premiers. C'est toujours un peu l'histoire. Là, à leur décharge, ils avaient refusé d'emblée le principe de cette primaire qui arrive quand même assez tard par rapport au début de la campagne, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, il a un peu plus de mal à percer que Jean-Luc Mélenchon, mais ils sont déjà quand même extrêmement bien installés. Et le problème surtout, c'est que si union il y avait, on a l'impression que c'est autour d'une, je sais pas comment dire, d'un retour de plusieurs personnes qui veulent y aller, mais on peine à comprendre autour de quoi ils veulent tous se réunir. Donc on a Yannick Jadot qui est sur son terrain, Jean-Luc Mélenchon qui prend un peu tous les terrains de ces gauches qui s'incarnent aujourd'hui, et on comprend qu'on a un problème d'ego et toujours pas de ligne, même au pluriel. Donc après, évidemment, comment est-ce qu'on fait pour refuser un résultat sans froisser les gens qui ont participé? On laisse passer un peu de temps, j'imagine que ça suffit. Hein. Ouais. Guylaine Ottenheimer, comment dire, l'analyse commune ce matin, c'est de dire oui, alors succès populaire malgré tout, échec politique. Hein. Enfin, succès populaire, je me souviens d'une primaire de droite où il y en avait 4 millions, une primaire socialiste où il y avait 3 millions de votants. Bon, c'était dans 2007. Oui, hein. D'accord, mais bon, là, ça fait 18 mois qu'ils ont lancé leur machin. C'est pas non plus un résultat extraordinaire. On sent pas quand même que tout le peuple de gauche s'est mobilisé pour avoir l'espoir de gagner la présidentielle. C'est quand même un machin, un zinzin organisé par des jeunes activistes. Alors moi, je dirais une chose, c'est que la démocratie, c'est quelque chose de très sérieux. Et franchement, donner des notes à, je sais pas, spécialement d'affection pour Jean-Luc Mélenchon, mais il a quand même fait 7 millions de voix à la dernière présidentielle. Jadot a fait 13% aux dernières européennes. Et on leur donne des notes, là, des personnes qui savent même pas parler à la télévision sans bégayer, en lire leurs notes. Je veux dire, il faut quand même un tout petit peu... C'est sérieux, la démocratie, les partis, on peut taper dessus. Mais enfin, ça permet quand même aux hommes politiques d'émerger. C'est pas quand même cadenassé. On voit des nouvelles personnalités arriver, s'imposer. La démocratie, ça a des règles. Et on les respecte. Et là, ils jouent hors des règles. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Madame Taubira, qui a déjà fait chuter Monsieur Jospin en 2012, avec ses 2 petits pourcents. 2002, avec ses 2 petits pourcents, permettant un deuxième tour avec l'extrême droite. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tué Hidalgo. Bon, de toute façon, c'est pas grave, parce que le Parti Socialiste est déjà quasiment en mort cérébrale. Et puis, je dirais que l'Union Mitterrand l'a faite, ça a demandé des années de rapprochement avec des clubs, avec des congrès, un rapprochement idéologique, programmatique. Tout ce travail n'a pas été fait. C'est ce qui vient d'être dit. Il n'y a absolument pas de support à cette union. Ouais. Alors, l'objectif, rappelons-le quand même, de cette primaire, c'était d'envoyer un candidat au nom de toutes les familles de la gauche, parler d'une seule voix. Y aller forte. Une gauche qui pèse 25% de l'électorat ne peut pas gagner sans rassemblement. Louis Dragnel, vous partagez ce que vient de dire Guylaine Ottenheimer? J'y souscris totalement. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que normalement, en théorie, une primaire, c'est censé clarifier une situation politique qui ne l'est pas. C'est censé départager des candidats. Et aujourd'hui, ce que je note, c'est que cette primaire populaire crée plus de problèmes politiques qu'elle ne résout, qu'elle n'apporte de solutions. Et donc, en fait, c'est une sorte de contresens d'une primaire, avec des candidats qui sont testés, qui ne sont pas candidats volontairement, avec... vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de paradoxes, avec une forme d'hypocrisie sur le fait qu'il n'y a pas de classement de sortie théorique comme on les connaît,
avec des pourcentages, mais espèces de code couleur, pas satisfait, bien, passable. Enfin, et je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est que évidemment il y aura des conséquences politiques très fortes. Anne Hidalgo, qui est très mal classée à l'issue de cette primaire populaire, il y a que elle qui peut prendre la décision, mais on voit difficilement comment elle peut continuer sa campagne. Nicolas Bétou disait tout à l'heure que le PS, de toute façon, n'en misera jamais, même si ça n'est pas elle, il y aura un candidat du Parti socialiste, parce que le PS ne peut pas être absent. Absolument, Nicolas Bétou a parfaitement raison. Et enfin, la dernière chose, ce que je note, c'est que Christiane Taubira, elle n'a jamais incarné une ligne majoritaire au sein du Parti socialiste. Elle a toujours incarné si vous voulez, un positionnement de niche, qui était très à l'extrême de la gauche. Mais c'est quoi le positionnement de Christiane Taubira alors ? Il est à la fois, il est un peu woke, il a beaucoup varié sur les questions sanitaires. Au début de la crise sanitaire, elle était totalement anti-pass, anti-vax, et maintenant elle s'y est convertie. Et ce que je note simplement, c'est que quand vous regardez, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la primaire populaire avait établi un programme qui était censé être adopté, ensuite porté par le candidat qui allait socle commun, être désigné. Ouais. Et je sais pas du tout comment Christiane Taubira va faire. Ça va être un problème, puisque par exemple, quand vous regardez le programme sécurité ou le programme régalien du site de la primaire populaire, eh bien, il y a par exemple la suppression de toute la vidéosurveillance sur tout le territoire français. Il y a le désarmement de toutes les polices municipales. Il y a l'abrogation de toutes les lois séparatisme et antiterroristes. Et le paradoxe dans l'histoire quand même, c'est que donc il y aurait manifestement l'abrogation de lois que Christiane Taubira a portées elle-même lorsqu'elle était garde des Sceaux. Et alors là, je ne sais pas comment elle va faire. Alors, comparaison n'est pas forcément raison, mais ceci dit, on a à droite aussi un paradoxe assez similaire à celui que l'on vient de voir à gauche, avec une aspiration à l'union, mais qui aboutit à une fragmentation encore plus vive, avec un Éric Zemmour qui souhaite l'union des droites, mais qui suscite l'inverse. La situation est quand même compliquée ce matin. Si vous regardez Marion Maréchal prenant ses distances avec Marine Le Pen, sans rejoindre toutefois totalement à ce stade Éric Zemmour. Il y a beaucoup d'affect dans cette histoire, Mathieu Bocoté nous le disait. Nicolas Bay, qui soutient sans ambiguïté Marine Le Pen, mais qui se veut libre à l'avenir. Éric Woerth, qui est tenté par Macron. Gilles Platret, autre LR, qui prend du recul par rapport à Pécresse et regarde chez Éric Zemmour. On a des maires macronistes qui reviennent vers Valérie Pécresse. On voit une situation très mouvante et une fragmentation très forte à droite, Charlotte. Moi, je crois qu'à l'inverse, on voit une clarification des lignes à droite qui a commencé avec Emmanuel Macron, où on avait vu des personnalités qui appartenaient au camp des Républicains, du parti des Républicains, et qui avaient rejoint assez naturellement la ligne d'Emmanuel Macron parce que c'était la leur. On voit à l'époque, même en dehors d'Emmanuel Macron, quand Laurent Wauquiez était à la tête de ce parti, époque pendant laquelle il invitait par exemple un certain Éric Zemmour à parler devant ses militants, et que Valérie Pécresse quitte le parti à ce moment-là parce que ça n'est pas sa ligne, et on retrouve exactement la même chose du côté du RN, parce qu'en effet ça fait 3 jours qu'on nous explique que Marion Maréchal s'éloigne de Marine Le Pen. Il faut quand même rappeler à toute fin utile que Marion Maréchal a quitté le parti de Marine Le Pen il y a 5 ans maintenant. Donc la différence de ligne politique et notamment de stratégie politique entre Marine Le Pen et sa nièce Marion Maréchal, on la connaît depuis longtemps. Alors on peut, se laisser phagocyter par l'aspect émotionnel des choses. C'est quand même une famille dans laquelle, les 3 protagonistes, en l'occurrence Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen et Marion Maréchal, ont toujours su réfléchir aux questions politiques en mettant de côté la question familiale. Donc évidemment, on pousse son avantage sur le terrain émotionnel parce que il peut tous nous convaincre, ou en tout cas nous toucher, mais ce qui est sûr, c'est que la différence de ligne et de stratégie entre les deux, elle est connue quand même depuis longtemps. Elle était même déjà connue quand les 2 femmes étaient dans le même parti il y a plus de 5 ans. C'est donc, comme disait Édouard Philippe, la poutre travaille encore, Guylaine Ottonheimer. Mais peut-être dans l'autre sens. Oui. Bon. Le problème, c'est que la droite a toujours eu 2 faces. Une face assez plébéienne, souverainiste, et une face plus libérale, plus européenne. Ça a toujours existé, même du temps du général de Gaulle, du temps de Chirac, etc. Là, c'est avec ce qui s'est passé à la présidentielle, avec le clash de François Fillon, cette famille s'est divisée un peu en 2. Il y a une partie qui est tentée par une ligne très droitière, qui était incarnée par Wauquiez, puis une ligne plus libérale, qui était celle de Macron. Aujourd'hui, les choses sont remises à plat, puisque Emmanuel Macron remet son mandat en jeu, donc les choses sont remises à plat.
toute la question de savoir si Valérie Pécresse arrive à tenir les deux bouts de ces deux droites. Ça, c'est extrêmement difficile. Assez difficile à cerner à ce stade. Non, mais c'est très difficile. Nicolas Sarkozy est allé avec des circonvolutions, notamment le travail, les heures supplémentaires, etc. Et Chirac avec la fracture sociale, il faut trouver quelque chose qui touche une partie de l'électorat populaire qui, pour le moment, effectivement, est tenté par Zemmour et Marine Le Pen. Un mot de Marion Maréchal, on en a un petit peu marre des circonvolutions de cette dame qui nous représente, franchement, plus grand-chose politiquement. Son école, c'est quand même un échec flagrant. Il y a 3 cours et 4 salles. Hein. Non, mais nous on a fait une enquête. Il y a rien. C'est une façade. Quoi. Il y a un grand hall d'entrée et puis il y a quelques cours. Enfin, c'est juste pour exister. Vous pensez qu'elle pèse rien? Mais c'est un fantasme médiatique parce que c'est vrai que elle est très douée, elle parle très bien, elle incarne une ligne dure, non dédiabolisée du Front National. Mais tout le monde sait aujourd'hui que l'extrême droite ne pourra jamais gouverner toute seule. Jamais. Il faut l'apport d'une partie de la droite. Et dans ce genre de choses, on voit bien Mitterrand, il a bouffé le Parti communiste. C'est pas le Parti communiste qui a bouffé François Mitterrand. Il va falloir il faut une personnalité centrale qui arrive à ramener une partie de l'électorat du Rassemblement national. C'est ce que veut faire Éric Zemmour. Sauf que lui, il a voulu le prendre par extrême droite. Il n'y arrivera jamais. C'est trop étroit. Sa ligne est beaucoup trop étroite, beaucoup trop extrême, beaucoup trop violente et pas assez crédible pour l'ensemble de l'électorat. Louis, je vous laisse juge de paix entre les arbitres un petit peu de la querelle. Ce que dit Guylaine, ceci dit, est quand même assez logique si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé à gauche. Si union de la droite, il doit y avoir, est-ce qu'elle doit venir de Valérie Pécresse ou Éric Zemmour peut-il réussir ce tour de force? Parce que c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est Marion Maréchal peut-elle être le déclencheur d'un ralliement d'une droite un peu plus centrale? Vaste programme, vaste question. Non, ce que j'observe moi, c'est que globalement, les électeurs de Marion Maréchal votent aujourd'hui déjà pour Éric Zemmour. Ils sont déjà comptabilisés, je pense, pour la plupart d'entre eux, dans toutes les enquêtes d'opinion pour Éric Zemmour. Pour Éric Zemmour, l'enjeu du ralliement de Marion Maréchal, c'est d'abord et avant tout une question d'image. C'est-à-dire qu'elle représente encore, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guylaine, dès qu'elle s'exprime, ça a toujours un écho assez fort, ça a un retentissement assez puissant. On n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est une voix qui compte aujourd'hui. Et en politique, aujourd'hui, il y a très peu de voix qui comptent. Donc celle de Marion Maréchal compte. Ensuite, sur la recomposition des droites, là, peut-être le sujet sur lequel on est d'accord, c'est que Éric Zemmour, s'il veut, il a besoin de faire cette union des droites, mais une vraie union des droites, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille récupérer entre guillemets sur sa gauche, qui est une ligne plutôt à la droite de Valérie Pécresse. Mais pour ça, en fait, il a un enjeu énorme. C'est que pour beaucoup de gens encore, Éric Zemmour, il fait peur en fait. C'est un repousseur. Donc il faut qu'il réussisse, s'il veut faire ce pari, il faut qu'il réussisse à dissiper cette peur. Et enfin, et simplement pour terminer, tout le monde explique que pour Valérie Pécresse aussi, c'est très compliqué. La campagne n'est absolument pas terminée. On parle de quelques départs ou une personne qui se met en retrait, Gilles Plattret. Alors bien sûr, ça compte, mais c'est pas une panique, c'est pas une fuite, si vous voulez, pour l'instant. Valérie Pécresse, sa stratégie, c'était surtout, et c'était pas gagné d'avance, c'était surtout de faire en sorte que tous ses compétiteurs au Congrès LR la soutiennent, et ça a été fait. Pour l'instant, l'enjeu maintenant, c'est d'essayer de convaincre que son programme à la fois est plus crédible que celui d'Emmanuel Macron sur toutes les questions économiques et libérales, et sur les questions conservatrices, bien qu'elle est capable de faire aussi bien, voire mieux qu'Éric Zemmour, et je pense que ça c'est un défi extrêmement important pour elle. Bon, j'aurais aimé qu'on parle d'Emmanuel Macron, mais on va pas avoir le temps. Peut-être avez-vous vu, d'ailleurs, je le signale à nos auditeurs, ces convois de camions au Canada contre le pass vaccinal. Alors ils sont présentés comme des anti-vax, alors ils sont essentiellement contre le pass vaccinal. Est-ce que ces camions, ces types de convois, on va voir ça émerger en Europe? Moi, c'est une question qu'on peut, je pense, sincèrement se poser, puisque vous avez vu que les passes vaccinaux s'imposent dans de nombreux pays et que c'est précisément un des outils développés par Emmanuel Macron dans sa stratégie électorale. Guylaine, très rapidement, ça vous inspire quoi, vous ?
Je pense que ça mettra du temps avant. Vous savez, il faut quelques années avant que les mœurs outre-Atlantique arrivent chez nous, même si maintenant avec Internet, etc. Les coups de camion, ça vous rappelle rien, non? Si. Non, mais moi je crois pas. Mais je pense qu'effectivement, le camp anti-vax est encore très solide, mais quand même très très petit. Oui. En tout cas, Emmanuel Macron appuie dessus, effectivement, dans une stratégie très clivante. Oui, pour amener à lui les raisonnables. Voilà. Mais ça suscite aussi beaucoup de colère en face. Sa stratégie, on joue un peu avec le feu dans cette histoire-là. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie tous les trois d'être venus nous voir. Charlotte Dornelas, Guylaine Ottonheimer et Louis de Ragnel. Bonne journée à tous les trois.